Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Louis-Alexandre de Froissart, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine. Bonjour Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là, bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes conseil en gestion de patrimoine, un CIF plus exactement, donc j'ai envie de dire une expertise qu'on a l'habitude d'avoir sur le plateau de Smart Patrimoine, et vous êtes intéressé, vous avez même une certaine expertise en matière de crypto-monnaie. Et la question qu'on avait envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut marier gestion de patrimoine, sachant que dans gestion de patrimoine, certains peuvent même entendre gestion bon père de famille, et crypto-monnaie. Selon vous, j'imagine que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus, puisque vous prenez souvent la parole sur le sujet des crypto-monnaies. Est-ce qu'on arrive à lier les deux aujourd'hui ? Bien sûr, plus qu'on arrive, on doit le faire aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est important. Bitcoin, je suis en orange, Bitcoin dans un premier temps et puis aussi d'autres cryptos ont vraiment leur place dans le patrimoine. C'est le moment pendant l'hiver crypto, pendant ce bear market, pendant ce marché baissier, de mettre des stratégies de placement. Peu à peu, on intègre et on commence à intégrer. Donc on apprend à intégrer de la crypto dans son patrimoine dans le but d'avoir un actif qui va se comporter sur le long terme de manière totalement différente et qui va répondre à des problématiques que nous voyons émerger, comme l'inflation, la remontée des taux, comme des valorisations technologiques qui sont à la peine aujourd'hui, mais qui pourront peut-être revenir demain. Donc c'est vraiment un actif que l'on prend pour ses valeurs intrinsèques, ses qualités intrinsèques, et puis aussi qu'on prend en termes de diversification. Alors justement, là, il y a deux sujets. Il y a le niveau du Bitcoin aujourd'hui et les raisons pour lesquelles on va sur Bitcoin. Alors c'est vrai que moi j'ai dit crypto-monnaie, vous m'avez répondu Bitcoin automatiquement. Donc déjà, on dissocie les deux et on va chercher spécifiquement Bitcoin pour des raisons particulières. Lesquelles selon vous ? Alors tout d'abord Bitcoin parce que c'est la mère de toutes les cryptos. C'est la première et elle a mis en place un fonctionnement qui est unique. Et d'ailleurs, le fait que Ethereum ait changé de système de consensus rend Bitcoin de plus en plus unique sur son secteur, puisque c'est la seule grosse capitalisation en crypto qui fonctionne encore en preuve de travail, gage pour moi de sécurité. Et donc vous pensez que du coup ça la rend encore plus unique ? Il n'y a pas une sorte de compétition du coup entre ces deux crypto-monnaies et Ethereum serait passé devant du fait d'une certaine modernité, par exemple, vis-à-vis de la blockchain utilisée ? Si on parlait d'une relique barbare, je parlerais de l'or. Parler de Bitcoin comme vieux par rapport à Ethereum, je pense que ce n'est pas forcément la bonne comparaison. Par contre, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous sommes demi-maximalistes, comme je dis souvent avec humour. Nous pensons qu'il faut mettre 50% de son patrimoine crypto sur Bitcoin. Et après, on peut commencer par mettre dans les autres 50% une partie non négligeable en Ether. Ça, c'est le principe. Alors, Bitcoin est, pour moi, quelque chose qui est une révolution en finance. Dans les transports, on a inventé la roue et ça a changé les transports. En finance, on a inventé Bitcoin et ça changera la finance. Ça mettra du temps. Bitcoin a 12 ans, donc c'est très, très faible. Et nous, dans notre manière de gérer les choses, nous pensons qu'il y a beaucoup à venir sur cette technologie-là, Bitcoin, et puis aussi sur la couche qui est en train de se créer au-dessus, qui s'appelle Lightning. C'est pour cette raison que nous avons de gros espoirs sur Bitcoin. Et pour revenir sur les cours, retenez une chose, tous les 4 ans, la rémunération des mineurs, qui est l'augmentation de la masse des bitcoins, est divisée par 2. C'est-à-dire qu'un mineur qui aujourd'hui touche 6,25 par bloc miné, demain, en 2024, touchera la moitié. Eh bien, en fait, entre ces deux événements qu'on appelle des halvings, il y a un genre d'hiver crypto. Et donc, nous, on se prépare pour cet halving de 2024 et pour le prochain marché qui devrait être un marché haussier à minima en 2024-2025. Donc, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'hiver, mais on attend un printemps, c'est ça, au prochain halving sur Bitcoin. Alors, il y a effectivement la proposition de valeur de Bitcoin, donc vous en êtes convaincu et on l'a bien compris. Et il y a l'intégrer dans une gestion de patrimoine. Oui. Parce qu'on voit des réflexes d'un certain nombre d'investisseurs qui sont des réflexes spéculatifs. On voit, alors de moins en moins c'est vrai, mais on voit encore un certain nombre d'acteurs du monde de la finance traditionnelle qui restent très dubitatifs vis-à-vis de la création de valeur de Bitcoin. Vous êtes vous êtes CIF, donc conseil en investissement financier, vous faites du conseil en gestion de patrimoine. Le sujet spéculation n'est pas quelque chose qui vous freine ou qui freine les gens à qui vous pouvez conseiller ou en tout cas faire de la pédagogie autour du Bitcoin ? Alors c'est un élément qu'on prend en compte.
Voilà, c'est un élément, c'est une des 4 objections majeures que l'on a sur Bitcoin, par exemple, ou sur les cryptos de manière plus générale. Et donc, on la prend en compte en faisant quoi ? En investissant, non pas tout d'un coup. Quand les gens sont venus nous voir, quand on était sur 30 000, 40 000, 60 000 $, on était plutôt très hésitant. D'accord. Et on a mis en place des systèmes d'investissement réguliers, idéalement hebdomadaires, voire le mieux, c'est quotidien. Et par exemple, Montaigne Conseil investit dans Bitcoin et un petit peu Ethereum tous les jours ou toutes les semaines, parce que c'est important de rentrer de manière régulière pour lisser son prix d'entrée. C'est une manière de se protéger contre des variations trop fortes, parce que je ne peux pas vous dire aujourd'hui si Bitcoin sera demain à 15 000 ou à 25 000, donc je rentre régulièrement, avec un objectif de faire les comptes plutôt sur l'année 2025. Alors bon, effectivement, tout à l'heure, je caricaturais un petit peu en demandant si Bitcoin était peut-être vieux par rapport à Ethereum. Je faisais référence à The Merge, auquel vous faisiez référence aussi. Vous dites que vous êtes un demi-maximaliste, donc on a bien compris que 50% de son patrimoine investi en crypto, c'est en Bitcoin. D'ailleurs, vous nous direz peut-être sur le patrimoine investi en crypto combien ça correspond par rapport au patrimoine global. Mais surtout, avant ça, les 50% restants. Qu'est-ce qu'on fait du coup en crypto-monnaie avec les 50% restants ? On sait ce que fait Bitcoin avec les 50%, on va chercher ce que ne fait pas Bitcoin avec les 50 autres pourcents. Donc Ethereum une partie et d'autres crypto-monnaies ou d'autres tokens que peut aller chercher. Donc on peut aller chercher des tokens qui sont une manière de détenir de l'or ou de l'immobilier. Nous sommes aussi allés chercher des rendements, puisque c'est pas ce qu'on trouve sur Bitcoin. Donc c'est des choses que l'on va aller chercher, on va dire 50% Bitcoin, 20% Ethereum et 30% diversifiés. Il y a des gens qui se contentent des deux premières. Et sur ces cryptos diversifiés, on va aller chercher des rendements idéalement avec ce que les gens appellent des stablecoins, que nous appelons des stable tokens, donc des jetons qui vont faire un rendement en gardant leur ancrage, soit sur un dollar, soit sur un euro, mieux sur de l'or, voire sur d'autres sous-jacents comme l'immobilier. Là, on est en pleine découverte, c'est-à-dire des choses que nous testons nous-mêmes avant de les proposer à nos clients. Quand on investit en crypto-monnaie et qu'on est, j'ai envie de dire, un investisseur classique qui s'ouvre aux crypto-monnaies, quelle part de son patrimoine investi on investit justement sur les crypto-monnaies ? On part du principe de notre côté que c'est 2% du patrimoine qui doit être investi, c'est-à-dire que quand les gens arrivent, on leur demande quelle est votre stratégie, quel est votre objectif. S'ils n'en ont pas, on dit voilà, on va essayer d'aller vers 2% du patrimoine en crypto et on met en place une stratégie pour acquérir ces 2%. Certains s'enhardissent plus à 5%. Au-delà, après, c'est un choix du client que nous n'encourageons pas parce que nous pensons que ça doit rester toujours dans des limites raisonnables. C'est un actif extrêmement risqué avec un potentiel de valorisation fort. Donc, il faut savoir raison garder. Autre question, mais j'imagine une objection à laquelle vous devez faire face assez régulièrement quand vous évoquez le sujet Bitcoin avec vos clients. On voit un certain nombre de militants Bitcoin sur les réseaux sociaux évoquer une certaine corrélation avec les marchés financiers en disant regardez, le Bitcoin chute, mais les marchés financiers également. La réaction de l'épargnant pourrait être de dire, mais alors du coup, pourquoi est-ce que je vais aller sur quelque chose qui est corrélé à un autre actif qui recule également ? Alors en fait, cette objection, elle est tout à fait fondée et vous faites bien de la poser. En fait, à court terme, il y a une corrélation qui est évidente. Si on prend le temps de regarder sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, et si on regarde à plus long terme, il n'y a aucune corrélation puisque la croissance de Bitcoin, par exemple, va bien au-delà des cycles de hausse puisqu'ils sont vraiment corrélés sur les halvings. Il y a eu ces derniers temps une vraie corrélation entre le halving et la hausse de la tech. Et aussi, il faut dire que pendant toute cette période de confinement, beaucoup de gens se sont intéressés aux cryptos en étant bloqués chez eux. Et pour les Américains, ont reçu des chèques de la part du gouvernement, des chèques où il n'y avait pas forcément grand-chose à faire et qui sont allés les mettre dans les cryptos. Voilà, donc ça va aller vers la corrélation à court terme, mais c'est quelque chose que je partage avec Yves Chouefati de Tobam. On est sûr, on peut vous le démontrer, à moyen long terme, il n'y a pas de corrélation directe. Donc il faut dézoomer un petit peu le graphique quand on regarde, effectivement, pour avoir une vision un peu globale. Louis-Alexandre de Froissart, il nous reste quelques minutes. Alors, on évoque beaucoup le sujet du passage, effectivement, d'un investissement traditionnel à une ouverture, finalement, à l'investissement en crypto-monnaie. Est-ce qu'on peut imaginer l'inverse aussi ? Je pense notamment à des générations un peu plus jeunes qui commenceraient sur les marchés crypto et qui ensuite s'ouvriraient potentiellement à d'autres types d'investissements du fait potentiellement de la prise de conscience de ce que c'est que d'investir sur des marchés financiers. Alors on a cette demande, c'est-à-dire qu'en fait le fait d'être devenu plus visible, c'est un certain nombre de gens
qui possèdent des cryptos et qui possèdent que des cryptos se sont rapprochés de nous en disant tiens, au moins vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine qui sait ce que c'est qu'une crypto et qui le sait véritablement, qui a fait une formation pour ça et qui raconte pas trop de bêtises sur le sujet. Donc on a effectivement ces demandes aujourd'hui de gens qui ont des gros patrimoines crypto et qui souhaitent aujourd'hui s'ouvrir à la gestion de patrimoine classique et sur lesquels on est capable de parler du même langage et on est capable de mettre en place les mêmes stratégies. Avec une contrainte sur laquelle on intervient régulièrement et encore jeudi dernier, qui est la fiscalité. Aujourd'hui, il y a un gros travail à faire en France où on pourrait permettre à une somme d'argent monumentale de venir dans l'économie réelle si les gens pouvaient par exemple apporter leur crypto au capital des sociétés, apporter des cryptos au PEA, tout ça en neutralité fiscale. Il y a vraiment une opportunité à saisir et j'appelle là-dessus au gouvernement et au ministre de l'économie de faciliter le transfert d'épargne des cryptos vers l'économie réelle. Eh bien, on finira là-dessus, Louis-Alexandre de Froissart. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant et associé donc chez Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.